On peut avoir le meilleur profil du monde et se faire éliminer d'un processus de recrutement en exactement 3 minutes. Ouais. Et le pire, c'est qu'on peut sortir d'un entretien en pensant avoir tout géré à la perfection, alors qu'en réalité, notre propre cerveau vient tout juste de nous trahir. Dans cette discussion, on va décortiquer très précisément ce que les candidats font de travers au quotidien sans même s'en rendre compte. On va voir ce qui se passe vraiment dans la tête d'un recruteur à ce moment-là et surtout comment désamorcer ce piège totalement invisible. Parce qu'en fait, il y a un moment ultra précis où tout bascule. C'est une espèce de mécanique silencieuse qui transforme les personnes les plus motivées en candidats fantômes. Et c'est exactement ça qu'on va décortiquer aujourd'hui. Et pour bien comprendre, je te propose de poser le décor avec une scène, je pense que absolument tout le monde a déjà vécu. C'est le fameux lundi matin. Ah oui, le lundi plein de bonnes résolutions. Voilà. Le café fume encore, on s'assoit devant l'ordinateur, on est gonflé à bloc, on se dit « Allez, c'est la bonne semaine, aujourd'hui je fais avancer ma carrière ». On ouvre un premier site d'offres d'emploi, et puis on ouvre LinkedIn dans un autre onglet. Évidemment, on multiplie les sources. Et là, on commence à jouer avec les filtres, et très vite, c'est l'avalanche de remises en question existentielles. Du genre, est-ce que je suis vraiment assez qualifié pour ce niveau ? Le salaire, c'est correct, ou je me sous-évalue ? Et le classique, est-ce que ce poste va pas m'enfermer dans une case pour les 10 prochaines années ? Exactement. Et résultat des courses, 1 heure plus tard, l'enthousiasme du lundi a totalement disparu. On se retrouve avec 20 onglets ouverts qui nous dévisagent, on finit par tout fermer par pur épuisement, on lance une série et on termine la journée rongé par la culpabilité, persuadé qu'on est juste feignant. Et c'est là qu'est le plus grand malentendu. Cette culpabilité, c'est une erreur de diagnostic total. Ce sentiment de lourdeur, cette envie de fuir l'écran, c'est pas du tout un manque de volonté ou de la paresse, c'est le symptôme biologique direct d'une surcharge cognitive brutale. Attends, biologique ? Donc c'est pas juste psychologique ? Pas du tout. En fait, la capacité d'autocontrôle et la capacité de décision de notre cerveau, elles fonctionnent exactement comme un muscle physique. Ou si tu préfères, comme un réservoir de carburant. À chaque micro-décision, ce muscle se vide un peu plus. Donc ça veut dire que chercher un emploi, c'est pas une longue marche tranquille. C'est un peu comme courir un marathon, mais en sprintant à chaque intersection pour savoir où aller. Notre jauge d'énergie se vide à chaque clic. Exactement. Les zones du cerveau qui gèrent l'ambiguïté et la projection dans le futur, elles sont extrêmement gourmandes en énergie. Elles brûlent littéralement du glucose. Et le truc, c'est que notre cerveau déteste viscéralement le flou. Ah oui, l'incertitude du marché du travail, c'est le flou absolu. Voilà. Et quand on lui présente 20 options simultanées avec tes 20 onglets, l'excès de choix devient une source d'anxiété. Le cerveau voit ça comme une dépense d'énergie dangereuse. Donc pour se protéger, il déclenche un repli stratégique. Le fameux comportement d'évitement qui nous fait fermer LinkedIn pour ouvrir Netflix. C'est ça. Le matin, la batterie est pleine, on peut faire une candidature sur mesure, mais l'après-midi, on clique juste sur « postuler en un clic » avec un vieux CV juste pour s'en débarrasser. Ce que tu expliques là, c'est fou parce que ça déculpabilise énormément de se dire que c'est une limite physique de notre attention. Mais là où ça devient dangereux, c'est quand on trimballe ce cerveau épuisé jusque dans les entretiens. Ah, le crash de fin de journée. Le moment de vulnérabilité maximale. Oui, imaginons l'entretien de 17h. On a passé la journée à jongler avec ses micro-choix. On arrive en visio, on a masqué son stress, on a souri pendant 40 minutes. Et là, le recruteur pose la question classique. Pourquoi voulez-vous ce poste ? La question fatidique. Et au lieu de la réponse brillante qu'on avait préparée le matin, on sort une platitude absolue. Genre, j'aime les défis et votre entreprise est très dynamique. Ouais, le naufrage en direct. En fait, ce qui se passe sous pression, c'est que le cerveau passe en mode survie. Son but, c'est plus de briller ou d'être créatif. Son seul but, c'est d'économiser le dernier % d'énergie qui lui reste. Attends, donc il coupe volontairement l'accès à nos capacités complexes. Il débranche carrément les fonctions supérieures comme le cortex préfrontal qui gère la nuance et la stratégie. Il délègue la réponse au système automatisé. C'est pour ça qu'on sort des clichés insipides. Récupérer un cliché demande infiniment moins de carburant que de créer une réponse nuancée. Ok, c'est terrifiant. Le recruteur qui est en face, lui, il est persuadé d'être en train de juger une motivation profonde. Il évalue une compétence alors qu'en fait, il est juste en train d'évaluer un cerveau littéralement à sec. Et c'est ça le drame. Le recruteur entend cette réponse plate et il conclut que le candidat manque de personnalité ou de motivation. Il attribue à la nature de la personne ce qui est juste une panne d'énergie temporaire. Mais si on accumule ça sur des semaines de recherche, l'impact sur la santé mentale doit être dévastateur. On ne parle plus juste d'un petit coup de fatigue, là. Non,
ça devient du stress chronique. Parce que l'accumulation des refus, même les emails automatiques froids, le cerveau les vit comme des coups portés à son statut social. Des coups au statut social? C'est pas un peu fort pour un simple mail de refus de la part d'un algorithme? Biologiquement parlant, non. Pour notre cerveau archaïque, être rejeté de la tribu, ça veut dire la mort. Donc chaque refus active les mêmes zones de douleur que si on te blessait physiquement. Ah ouais, carrément. Donc notre système d'alarme hurle en permanence. Et j'imagine que ça pousse à faire de mauvais choix, là. C'est exactement ça qui pousse des gens brillants à prendre des décisions irrationnelles, comme accepter un poste sous-payé ou carrément toxique, juste pour que la torture de l'incertitude s'arrête. Le but n'est plus de trouver un bon job, c'est d'éteindre l'alarme. On sacrifie 3 ans de carrière juste pour avoir la paix mentalement. C'est dingue. Mais du coup, la stratégie qu'on voit souvent, c'est de se dire « je ne veux me fermer aucune porte ». On fait un CV très large et on postule à 8 types de postes différents. La fameuse fausse bonne idée par excellence. Bah oui, sur le papier, on se dit qu'en ouvrant au maximum, on augmente ses chances, non? Sauf que multiplier les pistes, ça ne donne pas plus de chances, ça fait juste exploser la complexité mentale. Si tu postules pour être à la fois chef de projet, consultant et commercial, tu forces ton cerveau à jongler entre des identités complètement différentes. Ah, donc on recrée le syndrome des 20 onglets ouverts, mais à l'échelle de toute notre recherche. Exactement. Le contexte change sans arrêt et la charge de suivi devient ingérable. Et pourtant, on nous dit toujours de nous informer, de lire des articles, d'écouter des experts sur l'emploi, de regarder des vidéos pour optimiser son profil. C'est censé nous redonner du contrôle. C'est un piège absolu. Au-delà d'un certain seuil d'information de base, accumuler des conseils, c'est en réalité une forme de procrastination déguisée. Attends, lire des articles sérieux sur comment faire un CV, c'est comme scroller sur les réseaux pour procrastiner? Oui, parce que l'industrie du conseil regorge de contradictions. Un jour, on te dit de faire un CV d'une page, le lendemain, on te dit de le détailler pour les algorithmes. Ça augmente l'anxiété. Le cerveau consomme cette info pour avoir l'impression de travailler, alors qu'en fait, il évite juste la tâche douloureuse qui est de postuler et risquer un vrai rejet. C'est tellement pervers. On se fatigue à apprendre comment ne pas se fatiguer. Et au milieu de tout ça, il y a l'erreur de l'isolement, non? On garde tout pour soi. C'est le coup de grâce. Face au silence des entreprises, les candidats intériorisent l'échec. Le cerveau fatigué choisit la conclusion la plus simple « je suis nul, je ne vois rien », au lieu de voir que c'est le système de tri qui est défaillant. On porte tout le poids cognitif sur nos épaules. Bon, là on a bien brossé le tableau et il est franchement sombre, on se fait saboter par notre propre biologie, mais on fait quoi concrètement? Le principe de base, c'est qu'il ne faut pas chercher à devenir mentalement plus fort. La résilience, ça a ses limites. L'objectif, c'est de construire un système de recherche qui consomme moins d'énergie. Ok, donc au lieu de naviguer à vue dans la tempête, on structure. Quels sont tes leviers concrets pour faire ça? Le premier truc, c'est de limiter drastiquement les choix. Je conseille un maximum de 3 offres par jour, avec des critères stricts. Seulement 3? Mais les candidats vont paniquer s'ils n'envoient que 3 CV. On a l'impression que c'est un jeu de volume. C'est une illusion de contrôle. En envoyant 20 CV, tu fais du travail de surface. En te limitant à 3, tu réserves ton énergie pour des candidatures qualitatives qui ont vraiment une chance. D'accord, on restreint le volume pour garder sa lucidité. Quoi d'autre? Fermez le robinet d'infos. On choisit 1 ou 2 sources fiables et surtout, on coupe tout après 20 heures. Le cerveau a besoin de comprendre que la journée est finie pour faire baisser le stress. Fini de scroller les offres d'emploi dans le lit à minuit. C'est noté. Ensuite, le pouvoir des scripts. C'est fondamental. Les scripts, c'est-à-dire on parle comme des robots? Non, ça veut dire qu'on prépare des modèles de réponse, des trames d'email et des structures de CV à l'avance, pendant les moments où on a de l'énergie. Comme ça, les jours où tu es épuisé, ton cerveau n'a qu'à copier-coller et faire des petites adaptations. Donc, au lieu de naviguer à vue, on met le pilote automatique sur tout ce qui est répétitif. On protège notre batterie pour le moment de l'entretien. Exactement. Et le dernier pilier, c'est le filet de sécurité sociale. Il faut s'entourer pour partager cette charge mentale. Parler des rejets avec d'autres, ça permet de les objectiver et de sortir de la pensée du « je suis nul ». Ça remet l'échec à sa place, comme un simple bug du système, pas comme un jugement sur notre valeur. Voilà. En fin de compte, l'épuisement face à la recherche d'emploi, c'est pas du tout une faiblesse psychologique, c'est une réaction biologique complètement normale face à un marché saturé et mal conçu. La seule solution, c'est d'économiser ses ressources en se créant ce fameux cadre rigide. Donc, si on résume bien, le problème n'est peut-être pas du tout notre CV ou notre niveau de compétence. Le vrai problème, c'est ce que notre cerveau fait sous pression.
Et cela soulève une question fascinante qui va bien au-delà du monde de l'emploi. Si notre cerveau est si vulnérable à la fatigue décisionnelle face à de simples annonces, combien de décisions cruciales dans notre vie personnelle, de nos relations à nos finances, prenons-nous chaque jour avec une batterie complètement à plat, sans même nous en rendre compte ?